Annie-Ève, elle vous a fait vraiment une belle présentation là, de tout ce qui se faisait aux États-Unis. Nous, aujourd'hui, moi et Maxime, ensemble, on va vous présenter un projet qu'on a réalisé, mais vraiment qui traite de la dynamique des populations des ravageurs lépidoptères dans le maïs sucré et les recommandations d'adaptation des stratégies de lutte pour ici, là, au Québec. Donc, voici un bref aperçu de notre présentation. Donc, tout d'abord, on va vous parler un peu du contexte dans lequel est née là, notre étude, puis on va passer à travers les résultats de 3 volets de recherche, c'est-à-dire l'évolution des populations des ravageurs ici au Québec, et aussi l'évolution des stratégies de gestion des ravageurs qu'on a faites. Puis, en dernier temps, on va vous présenter les résultats d'un essai préliminaire là, à la ferme qu'on a fait d'une stratégie dite raisonnée, puis on va terminer avec des conclusions. Donc, au cours de la présentation, on va parler beaucoup du complexe des ravageurs lépidoptères dans la culture du maïs sucré. Donc, c'est qui nos ravageurs? Vous les connaissez, on les a déjà présentés plus tôt. Mais donc, c'est qui? Bien évidemment, la pyrale du maïs, le ver gris occidental du haricot, la légionnaire d'automne et le ver de l'épi. On est bien plus habitué là, de les reconnaître par leur forme de chenille, parce que c'est elles qu'on va retrouver là, dans les épis au moment de la récolte. Donc, c'est les 4 grandes espèces qui sont dans nos champs. Évidemment, il y en a d'autres qui vont attaquer aussi le maïs sucré, mais aujourd'hui, on se concentre vraiment sur ces 4 principales espèces-là. Donc, comment d'où est arrivée l'idée de ce projet? En fait, c'est que ça faisait déjà plusieurs années sur le terrain qu'on observait des changements de la dynamique des populations des ravageurs dans le maïs sucré. D'un côté, il y a eu l'arrivée là, du ver gris occidental du haricot, une espèce qui est originaire de l'Ouest américain, puis qui a été signalée au Québec pour la première fois en 2010 dans le maïs grain, puis en 2016 dans le maïs sucré. Puis d'un autre côté, ben, on observait aussi là, de moins en moins de pyrales dans les champs, tant les œufs, les larves, mais aussi on faisait moins de captures de papillons. Puis, comme a dit Agnève, c'est un phénomène, la chute de la pyrale, c'est quand même un phénomène qui est connu scientifiquement, qui a été bien décrit aux États-Unis. Donc, on s'attend un peu, on perçoit qu'il y a des changements ici aussi au Québec, puis ça nous amène à nous questionner. Est-ce que les pratiques qu'on met en place, les pratiques qu'on recommande aux producteurs, est-ce qu'elles sont en réelle adéquation là, avec l'état actuel des populations des ravageurs ici au Québec? Donc, l'objectif de notre projet était tout simplement de répondre à cette question-là. D'abord, en faisant une rétrospective depuis les 15 dernières années des différents changements des populations des ravageurs lépidoptères, mais aussi de regarder les changements dans nos stratégies de gestion. Qu'est-ce qu'on a fait au champ et qu'est-ce que aussi également était recommandé aux producteurs. Donc, on a regardé les recommandations durables, mais on a aussi fait des enquêtes auprès des conseillers puis des sondages au niveau avec les producteurs. On a travaillé à faire une revue littérature des stratégies hors Québec, là, question de se comparer. Puis, en dernière année du projet, on a fait une première année d'essai expérimental d'une nouvelle pratique de gestion, pour adapter un petit peu nos stratégies de lutte, puis faire aussi une analyse technico-économique là, à la ferme de cette technique. Donc, commençons d'abord avec notre premier objectif qui était de faire une rétrospective là, de nos populations de ravageurs dans le maïs sucré. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu rassembler, mettre en commun les données de piégeage du rap maïs sucré pour la période de 2005 à 2022. Et également un peu de données là, qui arrivaient du rap grande culture pour le ver gris occidental du haricot. Donc, le rap maïs sucré, c'est quand même un grand réseau qui est bien distribué au niveau du Québec. On parle d'un peu plus de 126 municipalités où il y aura du piégeage à surveillance des ravageurs, puis c'est réparti à peu près 14 régions administratives là, au fil des années. Donc, c'est un bassin de données très intéressant où nous, après ça, on a pu calculer là, des captures journalières moyennes là, pour chacun des ravageurs. Donc, le premier graphique que je vous présente aujourd'hui, c'est les résultats qu'on a obtenus pour la pyrale du maïs. Donc, en bleu foncé, on a la race bivoltine, puis en vert, on a la race univoltine. Donc, très rapidement, quand on regarde nos résultats, bien, on remarque là, assez rapidement qu'on a vécu une chute là, des populations des ravageurs, de ce ravageur-là.
notre dernière année là, où on a eu des populations plus élevées date de 2008. Puis depuis, c'est vraiment en descente là, pour la bivoltine. De 2017 à 2018, là, c'est vraiment depuis ces années-là, on capture presque aucun papillon, là, aucun. Je dis presque, il y en a encore, mais on en capture du moins vraiment, vraiment moins. Pour l'univoltine, ben, ça a toujours été relativement faible là, au cours de la période d'études. Mais encore une fois, pareil comme la bivoltine, on la capture vraiment moins là, dans les dernières années aussi. Pour le VGOH, le varicelle occidental du haricot, mais comme je l'ai dit plus tôt, lui a été capturé pour la première fois au Québec en 2010 là, dans le maïs de grande culture. Et depuis, en fait, cette première capture, ben, il évolue à la hausse là, dans nos champs. On le capture de plus en plus fréquemment. Au niveau des deux autres espèces, donc la légionnaire d'automne, je vous montre le graphique en haut, là, ici en vert, puis pour le vert de l'épi, là, en orangé, tout en bas. Ce sont deux espèces qui sont migratrices. Donc, on s'attendait un peu à avoir ce type de patron-là là, au niveau des courbes, c'est-à-dire des montées, des descentes des populations, mais qui ne suivent pas réellement de schéma, de tendance particulière là, dans le temps. Donc, on voit là, que il y a des montées et des descentes, ça fluctue vraiment là, avec les vents, les arrivées de ces papillons-là, année après année. Donc, on en profite pendant qu'on vous a tous là avec nous pour vous dire qu'on a publié là, une fiche technique qui parle justement de toutes ces courbes-là, de la variation des populations des ravageurs là, dans le maïs sucré. Donc, je vous invite vraiment là, à aller la consulter, à aller la télécharger là, pour avoir un peu plus d'informations. Donc, passons maintenant à qu'est-ce qu'on a fait, nous, comme stratégie de gestion? Est-ce qu'on a évolué, nous, de notre côté aussi dans le temps? Donc, en premier lieu, nous, dans notre projet, on s'est penché à savoir les recommandations du RAP, comment elles ont évolué. Donc, pour faire ça, on a repassé en revue toutes les fiches et les avertissements là, publiés par le RAP Maïs Sucré dans la période de 2005 à 2020. Et en gros, ce qui ressortait, c'est que les stratégies recommandées pour la pyrale du maïs, le ver de l'épi, puis la légionnaire d'automne, pour la période n'avaient pas vraiment changé là, dans le temps. Pour le VGOH, ben, depuis 2016, quand que le premier papillon a été capturé dans le maïs sucré, le RAP, lui, s'est doté là, de ses premières stratégies en 2017 là, de recommandations. Puis depuis, elles sont restées relativement stables. Donc, pour la pyrale du maïs et le VGOH, qui sont vraiment nos deux espèces là, qui bougent beaucoup là, en termes de population actuellement au Québec, voici les recommandations qui sont appliquées. Donc, pour la pyrale du maïs, on parle de faire des applications de type calendrier. Ben, on parle, je dis, le RAP actuellement recommande de faire une approche par calendrier, c'est-à-dire de faire entre 1 à 3 traitements au choix du producteur. Le RAP fait des recommandations de date pour les pulvérisations. Donc, ça va être selon les captures obtenues dans la région par le réseau de piégeage ou bien, encore une fois, d'estimation au niveau des dates de ponte là, par rapport obtenues avec le modèle bioclimatique. Le RAP recommande évidemment de faire du dépistage au champ parce que ça permet de mieux cibler la période des traitements puis aussi d'éviter des traitements inutiles. Encore aujourd'hui, là, le seuil qui est recommandé, c'est de faire un traitement lorsqu'il y a 5 des plants qui sont infestés par la pyrale, et ce, dès le stade de catastrophie. Pour le VGOH, ce qui est recommandé par le RAP, c'est de faire une surveillance là, de la présence des papillons du variole occidental du haricot à l'aide de pièges à phéromones, puis de venir dépister les champs qui sont près du stade de l'émergence de la panicule. Il n'y a pas de seuil québécois actuellement pour ce ravageur-là. Ce qui est recommandé, c'est le seuil qui provient là, du Michigan, c'est-à-dire de traiter lorsqu'il y a entre 1 à 4 des plants porteurs d'une masse d'œufs de VGOH, selon si on est dans du maïs frais ou du maïs de transformation. Donc maintenant, je passe la parole à Maxime qui va vous parler là, de l'enquête qu'on a faite auprès des conseillers.
Merci Laurence. Bonjour tout le monde. Donc oui, justement, un des mandats, c'était d'aller sonder le milieu pour voir l'évolution des stratégies dans la période d'études 2005 à 2020. Une des premières approches qu'on a eues, c'est faire une enquête auprès des conseillers, puis d'aborder plusieurs termes au niveau de la gestion, donc notamment les pratiques de piégeage ou dépistage, les niveaux de ravageurs, les dommages observés, les outils utilisés. Euh, les stratégies recommandées. Aujourd'hui, je vais me concentrer principalement sur les stratégies qui étaient rapportées comme être appliquées par les producteurs, donc dans la période d'étude. Euh, comme toute bonne enquête ou sondage, il y a certaines limites à considérer pour le contextualiser. Nous, certaines de ces limites-là, donc c'est quand même, somme toute, un nombre restreint de réponses dans le temps qui est changeant. Puis aussi, il y a certains objectifs qu'on avait, puis qui est difficile à obtenir, à atteindre, en fait, notamment au niveau des données historiques des traitements phytosanitaires dans le passé qui sont plus difficiles à obtenir. Euh, Justement, le portrait des répondants de notre étude, 12 conseillers ont été approchés, sondés, mais ils n'étaient pas tous actifs dans le temps. Donc, vous voyez ici le nombre de conseillers actifs de 2005 à 2020. Les participants participaient aussi au RAP, en fait. Et donc, nos répondants aussi représentaient des surfaces cultivées de 50 à 250 hectares et de 10 à 28 producteurs, donc au total. Mais la tendance temporelle qu'on pourra observer, mais c'est aussi relié donc à l'activité ou le nombre de réponses qu'on a pu obtenir. Première résultat au niveau des stratégies les stratégies de lutte qui sont utilisées donc par les producteurs. Euh, il y a beaucoup de descriptions de stratégies qui ont été rapportées par les conseillers et nous, on se devait de synthétiser en fait et de rassembler certaines des stratégies-là. Et il y a eu deux regroupements qui ont été faits. Donc, premier regroupement, on va parler de stratégies de type observation ou type fixe. Donc, c'est vraiment là un regroupement qui est axé sur la prise de décision. Donc, est-ce que la décision d'appliquer un traitement ou pas était basée sur une observation, que ce soit du piégeage ou du dépistage? Euh, qui nous donnait une indication de la population et des risques, et donc on devait traiter, à l'opposé de la stratégie fixe, où là, on est plus sur un exemple comme calendrier ou un stade fixe où on sait qu'on va aller traiter indépendamment de l'observation du ravageur ciblé. Le deuxième regroupement, il est plus facile à interpréter. En fait, c'est vraiment l'utilisation des produits chimiques versus l'utilisation des stratégies biologiques. Ici, notamment, dans notre sondage, c'était principalement l'utilisation des trichogrammes, des relâchés de trichogrammes. Donc, premier résultat ici pour des proportions de stratégies qui sont rapportées par les producteurs, on voit que ce soit pour tout ravageur confondu ou les acronymes des différents ravageurs, ici et là, Pyrale du maïs, VE pour vers de l'épi. Ici, c'est les proportions pour toutes de 2005 à 2020 et l'ensemble des conseillers. Fait il n'y a pas de tendance temporelle, c'est vraiment un pour essayer d'avoir un premier aperçu des stratégies utilisées. Il y a certains points intéressants qu'on peut regarder, notamment les stratégies fixes sont majoritairement rapportées pour le traitement de la pyrale du maïs. Mais c'est aussi pour ce ravageur-là qu'il y avait des relâchés trichogrammes donc, qui étaient effectués, pas pour les autres ravageurs. Troisième petit point ici, la stratégie type observation, donc où il y a eu plus de dépistage et d'observation au champ pour axer une prise de décision, c'était pour le VGOH. Si on décortique un peu ça, surtout au niveau de l'aspect des stratégies chimiques, ici, vous voyez deux graphiques qui représentent le nombre d'applications moyennes, minimum ou maximum, donc en gris ou en mauve, euh, dans le temps, donc selon nos réponses qu'on a eues de 2005 à 2020. Et aussi sur deux regroupements, en fait, les stratégies, on savait s'ils étaient utilisés pour gérer un ravageur, donc unique, la stratégie unique, ici à droite, ou il y avait l'intention ou la perception de lorsque le produit est appliqué, mais il pouvait atteindre plusieurs cibles, donc multiples, ou on dit parfois indirectes, des cibles indirectes. Euh, donc, vous voyez les lignes plus pâles, c'est lorsqu'on a moins de données, puis les cercles sont plus petits, versus là, les dernières années où on a plus de réponses. Et
Donc, de 2015 à 2020, les tendances sont quand même, somme toute, similaires là, en termes des cibles uniques, de 1 à 2 traitements de minimum à maximum pour ce qui est des cibles uniques. Si on s'attarde à l'année 2020 pour recontextualiser un peu ces données-là, puis de savoir, OK, ça c'est bon, c'est des nombres d'applications, mais qu'est-ce que ça veut dire dans notre sondage? Bien, en 2020, les stratégies chimiques dans son ensemble, ça représentait près de 74 en fait des stratégies utilisées. Et il y avait 24 qui étaient du bio de ce 74 chimique-là. Donc, vous voyez ici la proportion utilisée de multiples et uniques. Donc, à 35 des cas de stratégies utilisées en 2020, il y avait la mention d'une cible multiple versus 65 des stratégies uniques. C'est ici ce graphique. Euh, donc, la proportion était différente. Et de ce 65 %-là, le trois quarts du temps, la cible était la pyrale du maïs. Donc, et ça, ce trois quarts des stratégies uniques visées pour la pyrale, ça représentait, on demandait aussi la surface qui était représentée dans leur stratégie, ça représentait environ 50 des surfaces. Donc, nous, dans notre contexte, un 132 hectares. Si on reprend un peu le graphique, mais justement, on le sépare par espèce, mais on voit ici encore là le multiple et le unique, puis la pyrale du maïs, bien, on le voit, c'est le 75 des stratégies chimiques. Bien, on voit que c'est ici qu'on a des données, puis très peu pour les autres ravageurs, comparé à la cible multiple, où l'on on comprend que lorsqu'on veut traiter l'ALA ou le VE, par exemple, bien, souvent on a la considération de traiter un autre ravageur. Donc, ici, voilà, ça donne un peu plus d'informations. Si on met tout ça dans un modèle statistique maintenant, parce que ça, c'était seulement descriptif, bien, on n'a pas pu faire des modèles statistiques par ravageur ni par type de maïs. Donc, c'est vraiment les nombres d'applications minimum et maximum qui ont été modélisés dans le temps en fonction des réponses, où les conseillers sont considérés comme des unités d'observation et leur réponse était pondérée en fonction des surfaces. C'est-à-dire, si le conseiller représentait des grandes surfaces, bien, sa réponse avait plus de poids dans l'analyse statistique. Vous voyez ici le nombre minimum qui est très stable dans le temps, donc 1 à 2 traitements minimum, donc pas vraiment de changement pour ce qui est du nombre minimum. Cependant, le nombre maximum d'applications rapportées a eu tendance à diminuer. Donc, tout ce qui était, c'était plus du 4 à 6 traitements maximum dans le passé pour aller vers la baisse, vers un 3 à 4 traitements maximum pour une saison. Mais la réponse est plus variable. Vous la voyez ici avec la grosseur des points. Et c'était beaucoup plus faible ici dans le passé, mais maintenant, la variabilité est plus grande. Donc, ça, c'était une première approche au niveau d'une enquête pour sonder le milieu. On a voulu mettre à jour, et je repasse la parole à Laurence qui va vous parler d'un deuxième sondage qu'on vient de réaliser. Oui, donc merci Maxime. Donc, comme au cours de l'enquête, là, pendant la période de 2005 à 2020, on a éprouvé quand même certaines difficultés à avoir des données très précises là, au niveau des traitements insecticides qui étaient appliqués dans les champs, surtout lorsque c'est des questions très historiques, là, on reculait dans le temps, c'était assez difficile. Donc, en 2023, on a eu l'idée de lancer un sondage auprès des producteurs pour du moins avoir une idée pour un aperçu pour la saison 2023, savoir qu'est-ce qui avait été appliqué là, dans nos champs ici au Québec là, contre les chenilles. Donc, on a fait ce sondage-là, on a approché 150 producteurs, puis il y a 33 personnes qui nous ont répondu à notre sondage, puis ces répondants-là totalisaient à peu près 154 là, hectares là, de maïs sucré, ce qui est à peu près un 10 de la superficie qui est cultivée là, au Québec. Il y avait un 16 des répondants qui étaient aussi en régie biologique. Donc, parmi nos répondants, on avait vraiment différentes tailles d'entreprises. On avait aussi bien des petites entreprises là, en bas de 5 hectares de maïs, mais on avait aussi des bien plus grosses là, qui allaient à bien plus de 50 hectares de maïs. Puis la répartition au niveau du Québec là, était très bonne. On avait eu des répondants qui arrivaient de vraiment plusieurs régions. Donc, ici, ce que je vous présente, là, c'est
3 tartes, en fait. La première pour le maïs hâtif, celle du centre pour le maïs de mi-saison et la dernière à votre droite, le maïs tardif. Donc, ce qui est présenté sur ces graphiques-là, c'est les proportions des surfaces cultivées par type de maïs, où il y avait oui, où les stratégies, selon les stratégies de gestion qui étaient appliquées. Donc, en bleu foncé, on a les surfaces, en fait, la proportion des surfaces qui n'avaient pas d'insecticides chimiques. En vert pâle, c'est les surfaces où il y avait un traitement d'insecticide appliqué. En saumon, 2 traitements. En jaune, 3 traitements. En vert plus foncé, on est autour de, ben, c'est plus de 3 traitements. Puis en brun, c'était des données manquantes. Donc, on n'avait pas d'informations sur le nombre de traitements appliqués sur le terrain. Donc, ce qu'on remarque, en fait, quand on regarde là, ces 3 graphique-là, c'est qu'on remarque que tout dépendamment du type de maïs dans lequel on est, il y a quand même une évolution là, au niveau de la répartition des différentes stratégies. Plus qu'on est dans du maïs tardif, plus qu'on va avoir de surfaces qui vont être quand on est dans le maïs tardif, plus qu'on va avoir de surfaces qui vont avoir de l'application d'insecticides et aussi une plus grande proportion de terrain où il va y avoir plus de 3, par exemple, traitements. Donc, on applique plus souvent aussi de traitements contre les chenilles. On remarque quand même que dans nos répondants, on avait une bonne partie là, qui n'utilisait pas d'insecticides, surtout dans le maïs hâtif et mi-saison, mais on va voir plus tard là, que ces surfaces-là étaient souvent protégées par l'utilisation des trichocartes, des trichogrammes. Donc, quand on regarde qui étaient les ravageurs visés par ces insecticides-là, je vous ai mis là, les chenilles en dessous de chacun des graphiques. D'accord? Dans le maïs hâtif et le maïs de mi-saison, c'est vraiment la pyrale qui a été ciblée le plus par les insecticides qui étaient appliqués. Pour le maïs tardif, là, le complexe des ravageurs il est plus étoffé, là, si on veut. Puis, c'est le ver de l'épi qui était ciblé d'abord par les producteurs, par les insecticides chimiques, suivi du ver gris occidental du haricot, de la légionnaire d'automne et de la pyrale du maïs. Bon, dans notre sondage, on demandait aux producteurs de nous cibler la ou les pratiques de lutte qui s'appliquaient à leur exploitation par rapport à la pyrale du maïs. Donc, chez eux, qu'est-ce qu'ils font pour la pyrale du maïs? Et ici, dans ce graphique, j'ai rapporté les résultats en termes de surface là, cultivée. Donc, tout au bas du graphique, les 3 grandes barres, ce sont les superficies totales par type de maïs. Le orange, là, le maïs hâtif, le vert, le mi-saison et le bleu, le maïs tardif, donc les superficies totales. Puis plus on monte dans le graphique, là, on voit les superficies où il y a eu l'application de la stratégie qui est inscrite là, à côté. Donc, on voit que dans le maïs hâtif et le maïs de mi-saison, il y a eu une forte superficie où il n'y avait pas l'usage d'insecticides chimiques, mais quand on monte juste un petit peu plus haut dans le graphique, on voit quand même qu'il y a eu une utilisation importante des trichogrammes sur ces surfaces-là. Dans le maïs tardif, par contre, il y a quand même une bonne proportion qui va être, traitée chimiquement là, contre la pyrale du maïs. La pyrale, elle semble pas avoir été, pour 2023 tout de même, là, elle a pas été beaucoup dépistée dans les champs. Puis les producteurs qui vont faire l'usage des insecticides contre la pyrale du maïs vont beaucoup se fier là, aux recommandations que font le RAP là, pour les dates d'application, puis suivre le calendrier qui est recommandé. On a posé le même type de questions pour les autres ravageurs par rapport à ce qui s'appliquait sur leur ferme en termes de pratiques de lutte. Pour le VGOH, ce qui est intéressant, ce qui se ressortait, c'est que il y a eu des producteurs qui ont répondu comme quoi qu'ils utilisaient les lâchers de trichogrammes contre le VGOH, que nous, on n'avait pas eu là, comme information en 2000 dans notre enquête auprès des conseillers. Donc, ça ne semblait pas être fait auparavant, mais en 2023, c'est un début de cet usage de trichogrammes-là. C'est des faibles superficies. C'est utilisé principalement là, dans le maïs hâtif présentement. C'est aussi l'espèce qui semble être qui a été la plus dépistée en 2023 à travers le complexe des ravageurs. Et c'est aussi ce qu'on avait remarqué là, dans l'enquête. Le VGOH, c'est l'insecte qui est le plus dépisté. Et ici, ça ressortait surtout vrai là, pour le maïs tardif. Pour la LA,
la légionnaire d'automne, entre 72 et 75 de toutes nos superficies étaient tout simplement pas traitées là, par contre ce ravageur-là là, en 2023 là, à travers nos répondants. Pour le ver de l'épi, ben, ce qui était quand même pas particulier, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y avait quand même 40 de la superficie des répondants qui recevaient des traitements de sécurité, qu'on dit, c'est-à-dire qu'indépendamment de la pression des ravageurs, le producteur faisait un ou des traitements pour s'assurer là, d'une qualité de récolte pour se protéger contre le ver de l'épi. Donc, voilà, je vais maintenant passer la parole encore une fois là, à mon collègue Maxime. Oui, merci. Donc maintenant, on rechange de volet un peu de l'étude de nos objectifs. Puis je vais prendre les dernières minutes pour vous parler de l'essai un peu préliminaire de la stratégie de gestion raisonnée qu'on a mis en place. Donc, c'était notre mandat, pardon, pour le projet. Donc, l'objectif, c'était vraiment de faire une synthèse de nos revues de l'état des populations, des stratégies utilisées, puis d'aller proposer comme une amélioration selon notre perception de tout ça. Donc, la réflexion derrière l'approche qu'on a voulu tester cette année, il y en avait plusieurs réflexions, notamment de clarifier la prise de décision, et pour l'ensemble de la culture dans les différents stades phénologiques sensibles. On voulait inclure la perception des du complexe au total des ravageurs, donc les quatre espèces. On avait quand même comme objectif aussi de limiter des traitements contre la pyrale du maïs, puis de s'inspirer aussi de ce qui se faisait justement dans les stratégies hors Québec qui vivent la même chose que nous au niveau de la diminution des populations. Donc, notamment, par exemple, en fait, de ne pas de traiter avant la panicule ou avoir des seuils combinés pour certaines espèces. On a mis ça ensemble dans notre réflexion. On s'est bâti un arbre décisionnel. Je ne vais pas aller en détail dans la réflexion parce que Nadia, dans la prochaine présentation, va vraiment tenter de vous amener dans la réflexion, de bien comprendre ce qui se passe. Mais somme toute, nous, on a voulu faire un peu le même exercice. Et puis, pour vous amener très rapidement là, dans l'arbre décisionnel, on a des stades phénologiques du maïs à surveiller et qui vont débuter certaines observations où le piégeage aussi va orienter le dépistage. On a aussi combiné certains seuils, donc pour la PM ou la LA, par exemple. Puis si on continue dans l'arbre, le maïs grandit, en fait, les soies se développent, puis là, il y a différentes interventions. Fait que je n'irai pas plus loin. C'est vraiment très préliminaire aussi. On l'a testé seulement sur un site sur une année, mais c'était la réflexion derrière ça qu'on voulait comme bonifier nos observations puis mieux comprendre ce qui se passe. Donc, comment on a fait ça? On est allé chez une ferme, donc en Montérégie-Est, où on avait des parcelles de 100 mètres de long, une largeur de pulvérisateur, et où on a justement testé cette stratégie de gestion raisonnée avec un témoin. Donc, le troisième, le témoin. Mais on a aussi mis en place un traitement où on voulait souligner un peu ou tenter de répondre à la question si justement une de ces composantes-là, si c'était pertinent ou nécessaire de faire des traitements hâtifs, donc avant la sortie de la panicule. Donc, chacun de ces traitements-là a été répété 4 fois dans le champ. Je n'irai pas en détail, pardon, dans les dépistages, mais en fait, on a fait des dépistages du piégeage qui nous a amené à prendre la décision. Pour ce qui était du traitement hâtif, bien, on voulait avoir, donc avant le stade de croix, donc le 26 juillet, il y a eu une application de Coragène. Pour ce qui est de la gestion raisonnée, nos dépistages nous ont amené à ne pas traiter contre la pyrale ni contre le VGOH. Mais il y a eu des captures de vers de l'épi qui nous ont amené à traiter aux soies fraîches. Donc là, le maïs sucré a été protégé donc 2 fois aux soies fraîches, soit le 15 et le 22 août, avec un batador. Qu'est-ce que ça a donné? Finalement, en 2023, la pression des ravageurs, elle n'était pas inexistante, mais elle était somme toute assez faible. Donc, ici, je vous présente à gauche les rendements représentés en nombre de poches hectares pour ce qui est des 3 traitements. Puis, vous voyez en bleu le rendement brut, puis en vert le rendement des épis sans dommage de l'épidoptère. Vous voyez que c'est presque équivalent. Les niveaux de dommages observés dans le champ, c'était de l'ordre de 2 Donc, le témoin, sans traitement insecticide, il y avait 2 à peu près des épis qui étaient endommagés et ou avec une présence de chenilles. Le, euh,
le traitement hâtif, donc on avait les mêmes taux de dommages, mais la gestion raisonnée, on a baissé légèrement là, sous le seuil du 1 de dommages dans les épis, donc en protégeant au stade soie. À titre indicatif, on ne peut pas toujours associer le dommage à l'espèce, mais juste pour vous dire qu'on a retrouvé les 4 différentes espèces dans notre témoin euh, de façon pas très abondante, comme je le disais, mais somme toute, on a les 4 espèces, puis ceux qu'on a retrouvés dans les autres traitements, c'était le ver de l'épi. Et notre mandat aussi, c'était aussi de regarder un peu l'aspect économique de tout ça. Ici, je vous présente un graphique des coûts des stratégies. Les coûts sont divisés en deux. Vous voyez en vert, c'est les pertes dues au déclassement. Donc, justement, les déclassements à cause de l'épidoptère, c'est quoi les coûts à l'hectare, donc pour les 3 traitements, et puis le coût de la technique. Donc, pour ce qui est du hâtif, vous voyez le coût par déclassement, il est élevé, principalement presque égal au témoin, mais le coût de la technique, lui, il est dû à l'application d'insecticides, contrairement à la gestion raisonnée où là, on avait 2 traitements insecticides et du dépistage, et piégeage, qui ont amené à avoir des coûts un peu plus élevés. Somme toute, dans cette situation-là, en 2023, le coût total des pertes et coûts de la technique, c'est équivalent. Là, on est dans les mêmes eaux pour ce qui est du hâtif et de la raisonnée. Évidemment, plus faible pour le témoin, on n'a rien fait. Donc, ça n'apporte pas de coût de technique, mais la perte due aux larves, elle est 288 ici. Donc, un peu pour résumer cette approche-là, comme je le disais tout à l'heure, c'est une approche qui se voulait très préliminaire, qui est vouée à améliorer, qu'on n'a pas pu tester l'ensemble des composantes, et puis, puis qui a été réalisée dans un contexte où la pression des ravageurs n'était pas si élevée. Je vais continuer aussi avec la conclusion de notre présentation. Donc, certains messages à retenir. Euh, pour ce qui est de l'évolution des populations, je pense que maintenant, on peut se donner le mot d'ordre que la pyrale, elle est très faible depuis plusieurs années. Euh, on voit, je pense que ça serait le moment de se dire que la pyrale n'est plus le ravageur principal du maïs sucré au Québec, mais en fait partie, elle continue à faire partie du complexe des ravageurs. On doit la surveiller encore. Elle sera suivie par le RAP dans les réseaux de piégeage. Comme Agnès dit, il y a des risques. Il faut rester alerte, mais elle n'est plus le ravageur comme présentement, l'état de la situation, comme ça l'a été par le passé. Puis l'augmentation du VGOH, elle est marquée. Pour ce qui est des stratégies utilisées dans le passé, en fait, euh, malgré la portée des enquêtes et des sondages, on voit qu'il y a quand même eu des changements légers, somme toute, mais des changements qui ont eu lieu depuis 2005 pour tenter de s'adapter. Puis là, chacun des fermes et des producteurs ou des conseillers, vous vivez certaines choses, vous avez des historiques de ravageurs dans vos champs, mais là, on s'est peut-être se poser la question, est-ce que celle que vous utilisez, la stratégie de gestion que vous utilisez ou vous proposez, est en adéquation avec ce qui se passe réellement dans le champ? Puis euh, c'est un peu la prise de conscience ou la discussion qu'on voulait avoir. Puis pour illustrer un peu ça, au niveau je voulais reparler brièvement de la gestion du risque au niveau de la pyrale du maïs. Pour l'illustrer, j'ai retrouvé dans la littérature ce graphique-là qui parle du risque de gestion d'une espèce exotique envahissante d'un insecte. Puis les mécanismes ou les actions qu'on va mettre en œuvre pour gérer ce risque-là. Donc, vous voyez, il y a la probabilité d'une infestation, puis la conséquence d'une infestation dans l'autre axe. Puis les couleurs, ben, plus c'est foncé, rouge, ben, c'est des actions plus conséquentes. Euh, pour ce qui est de la conséquence d'une infestation de pyrale, oui, elle peut être dommageable et ne pas changer. Une grosse infestation va causer des dommages, mais on parlera ici de la réflexion que je voulais avoir, c'est plus au niveau de la probabilité de l'infestation, puis de remettre en contexte un peu ce qui s'est vécu au Québec. J'ai ressorti quelques chiffres. Donc, au Québec, en 2008, donc la grosse année où il y avait beaucoup de papillons, comme Laurence a présenté tout à l'heure, euh, au total, pour la saison, et c'est près de 4000 papillons de pyrale pour les 2 races confondues qui avaient été piégés. Ici, le plus de 10, c'est donc le nombre de sites de piégeage qui ont eu plus de 10 papillons pour la saison. On était à 26 des cas. Plus de 20 papillons pour la saison, 17, et même plus de 100 papillons pour une saison. On était de l'ordre de 9 .
Si on fait le même exercice pour l'année 2023 qu'on vient de passer, au total, pour le Québec, 125 papillons ont été piégés. Et les mêmes sites où il y aurait eu plus de 10 ou plus de 20, c'est vraiment des probabilités plus faibles. Il y a une proportion plus faible de sites qui ont vécu ces captures-là. Et si on fait l'exercice depuis 2018, donc depuis que la courbe est à plat, le nombre de fois où un site a ou la proportion, le nombre de fois ouais, qu'un site a piégé plus de 20 papillons, on est à 0,84. Donc, oui, il y avait des stratégies peut-être un peu plus intenses dans les années où c'était un ravageur important, mais maintenant, on peut se poser la question, où est-ce qu'on se situe maintenant dans cette probabilité-là d'infestation et est-ce que nos actions devraient être adaptées? On voit que le milieu a évolué, on a vu des changements. Et on peut, dans le fond, moi, je me pose la question. On sait qu'il reste quand même certains au moins 50 en 2020, du moins, selon l'enquête, des stratégies de lutte chimique axées sur la période du maïs. Est-ce qu'il n'y aurait pas là juste une opportunité justement d'aller, pour les entreprises, de faire des coûts économiques, mais des gains environnementaux pour la production du maïs sucré au Québec, d'aller bonifier ou, l'empreinte écologique, en fait, de la production pour c'est ça, améliorer nos pratiques, en fait. C'était mon petit mot de la fin. J'aimerais remercier donc le programme de financement dans le cadre du volet 3 du programme Prime Vert. Et puis, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont collaboré au projet, que ce soit à l'IRTA ou MAPAC, des conseillers. Donc, merci à tous pour votre collaboration. Et ça met fin à la présentation.